Nous allons voir maintenant la programmation à l'aide de capteurs. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez appris à faire bouger votre robot en utilisant des fonctions de temps. Vous avez aussi vu les fonctions de jumps qui permettent de répéter notre programme à l'infini. Et nous allons nous en servir dans cet exemple. Donc, imaginons que notre robot doit trouver la sortie dans un parcours obstacle. Donc, il doit réussir à éviter des objets. On va commencer avec quelque chose de simple. Disons qu'il a juste à éviter un objet qui se trouve en face de lui, ou s'arrêter lorsqu'il découvre cet objet. Nous pouvons lui dire d'avancer jusqu'à ce que son capteur de contact soit enfoncé. Il peut y arriver qu'on fasse un mécanisme qui fait que lorsqu'on touche un objet, le capteur de contact va être relâché. Alors là, c'est vraiment dans les méthodes de construction. C'est toutefois plus simple de faire un système où le capteur sera enfoncé. Alors, on dit à notre robot d'avancer jusqu'à ce que le capteur soit enfoncé. Et à partir de là, on peut lui dire d'arrêter. Et par la suite, on pourrait lui dire de reculer, tourner un peu, et ainsi de suite, et recommencer notre programme. Donc, notre robot doit éviter l'objet qui se trouve devant lui. Si vous n'utilisez qu'un seul capteur, automatiquement, RobotLab va penser que le capteur est connecté au port 1. Alors, ici, on a un petit programme très simple avec un seul capteur. Prochain programme, nous allons voir avec deux capteurs. Nous allons voir qu'il sera important de spécifier à RobotLab sur quel port nous sommes connectés, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire parce que nous n'en avons qu'un seul. Dans le programme précédent, avec un robot qui n'a qu'un seul capteur, on constate que notre robot, c'est impossible de lui faire faire la distinction entre sa gauche et sa droite. Donc, il ne peut pas savoir s'il a frappé l'objet d'un côté ou de l'autre. Mais, au lieu d'utiliser la fonction juste d'avancer jusqu'à ce qu'il soit enfoncé, nous pouvons lui dire d'avancer et là utiliser dans les fonctions fourche des fourches pour les capteurs de contact. Et là, si nous avons un capteur à gauche de notre robot, nous pourrons le mettre sur le port 1. Et si on met un capteur à droite de notre robot, nous pourrons, lui, le mettre sur le port 3. Alors, souvenez-vous que lorsqu'on a des fourches, on doit toujours avoir une façon de ramener les chemins ensemble. Okay? Donc, peu importe la fourche, il y a un chemin en haut, un chemin en bas, et ils doivent revenir ensemble. Mais il y a deux façons de faire. Okay? Soit que nos chemins reviennent ensemble tout de suite après, avant d'atteindre un autre point dans notre programme, comme ceci. Et là, on peut avoir un chemin en haut et un chemin en bas. Ou, autre façon, parce que là, notre autre fourche aussi va avoir un chemin en haut, un chemin en bas, et ainsi de suite. Alors là, on a une fourche et ensuite une autre. Je vais tout de suite vous montrer qu'il y a possibilité et le programme va être tout aussi bon de mettre une fourche à l'intérieur d'une autre. Donc on aurait un chemin en haut, un chemin en bas. Et vous voyez que mon programme est tout aussi bon. Bon, là, je n'ai rien fait encore avec mon programme. Donc, si le capteur n'est pas enfoncé, peu importe la façon dont je l'ai programmé, vous pourrez tester les deux façons. Le programme va continuer tout droit, revenir et notre robot continue d'avancer. Mais disons que sur le capteur de gauche, le capteur de contact
reçoit un signal. Il touche à quelque chose. Alors ici, nous pourrons ajouter « Arrête-toi » ou tout simplement, à partir de ce moment-là, recule avec ton moteur de gauche. Mais moi, ce que je préfère toujours, juste pour être capable d'identifier les étapes dans mon programme, c'est de dire au robot de s'arrêter. Et à partir de là, je vais décider qu'est-ce que je lui fais faire. Est-ce que je le fais reculer un peu? Est-ce que je le fais tourner? Alors, c'est à vous de donner les instructions à votre robot lorsqu'il touche à un objet à sa gauche. Et vous devrez aussi faire un programme pour lorsque notre robot touche à un objet à sa droite. Qu'est-ce qu'il doit faire entre ces deux points? Alors, essayez cela. Expérimentez pour voir est-ce que vous êtes capable de faire réagir votre robot différemment lorsqu'il touche quelque chose à sa gauche et à sa droite. Les capteurs de lumière maintenant. C'est légèrement plus complexe que les capteurs de contact, mais pas beaucoup. Tu devrais être capable de maîtriser ça assez rapidement. Alors encore une fois, on veut que notre robot avance et réagisse lorsque un de ces capteurs va rencontrer une certaine situation. Deux possibilités. Soit qu'il utilise le capteur, bon, ça dépend. Est-ce que ton robot est sur une zone sombre et tu veux qu'il réagisse lorsqu'il rencontre une zone claire ou vice-versa? Bien souvent, on travaille sur des zones blanches et on doit rencontrer des zones claires. C'est le cas souvent dans les compétitions de robotique. Alors maintenant, on peut utiliser cette icône qui s'appelle Wait for Dark. Et si on a un seul capteur, on le met sur le port 1. On n'aura pas besoin d'indiquer qu'il est sur le port 1. Mais on doit, contrairement au capteur de contact, on doit absolument lui donner une valeur à laquelle il devra réagir. Donc ici, on pourrait dire, par exemple, attends jusqu'à ce qu'il fasse plus sombre que 45 unités. Bon. Le problème, c'est que selon l'endroit où on se trouve et l'éclairage ambiant, ce chiffre-là peut changer. Il y a une autre possibilité, c'est qu'au lieu d'utiliser cette icône, on peut utiliser l'autre qui dit « Attends que la luminosité baisse, par exemple, de 5 ». Alors, c'est beaucoup plus efficace dans certaines situations, peu importe où on se trouve, que le robot détecte un changement dans la lumière. Donc, à toi maintenant de faire un petit programme qui décidera de ce que ton robot fera lorsqu'il rencontrera une ligne noire, par exemple, à la limite d'une zone blanche. Si vous avez visionné mes films sur les capteurs de contact, vous devriez reconnaître un peu ce type de programmation où on a des fourches. Et ici, on a une fourche à l'intérieur d'une autre fourche. Il faut toujours que les deux chemins de la fourche se rejoignent quelque part. Ici, on a un premier chemin. Même s'il inclut une autre fourche, notre chemin du haut vient se connecter ici et le chemin du bas vient se connecter là. Et pour celle-ci, ben, c'est à l'intérieur. Les deux chemins viennent se rencontrer tout de suite ici. Parce qu'avec les capteurs de lumière, il y a différentes situations très très communes en compétition de robotique. Par exemple, si c'est une zone de sumo blanche avec un pourtour noir, notre robot ne doit pas dépasser cette zone. Donc on doit avoir des capteurs de lumière à gauche et à droite à l'avant du robot qui nous indiquent si notre robot est en train de dépasser la zone. Donc dans ce cas-ci, si notre robot à gauche, son capteur 1, tout d'un coup, il frappe la ligne noire et ça tombe en bas de 50. Là, on doit lui dire « Hey, t'es sur du noir, recule » et là, on peut décider de quel côté le faire tourner. Même chose si c'est le capteur de droite qui touche à la ligne noire, on doit lui indiquer dans la partie ici qu'est-ce qu'il doit faire. Mais attention, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être une zone noire avec un tour blanc.
Alors là, il faudrait faire réagir notre robot si la lumière est plus grande que 50 et c'est ici qu'il se passera l'action ou ici, dépendamment du capteur. Ça, c'est une situation possible. Une autre situation, c'est quand on doit lui faire suivre une ligne. Bon. Si on a deux capteurs, il n'y a pas de problème parce que notre robot peut faire la différence entre sa gauche et sa droite. Alors, notre robot avance ici, et là, rendu là, c'est son capteur de droite qui va heurter la ligne. Le capteur de gauche, lui, il va être dans le blanc. Donc, le capteur de droite serait, la plupart du temps, le capteur numéro 3, qui est à droite du robot. Donc, lui, si tout d'un coup, il frappe une ligne noire, on pourrait lui dire, ben, tourne à droite jusqu'à ce que, quoi? Jusqu'à ce que ça soit clair. Donc, on pourrait utiliser différentes fonctions ici pour faire ça. On pourrait soit le... excusez-moi. On pourrait soit le faire tourner un certain temps ou le faire tourner en utilisant une autre fonction de capteur. Donc, pour le faire tourner, je devrais mettre un moteur à reculons, par exemple mon moteur C. Combien de temps? Jusqu'à ce que mon capteur ait détecté à nouveau du blanc. Et lorsque ça sera fait, le programme va se continuer et on va revenir au début et le robot va se mettre à avancer. On pourrait lui aussi lui donner un peu de temps de fonctionnement. Au lieu d'utiliser un capteur, on pourrait dire bah, faire un dixième de seconde ou 10 centièmes. Et là, le programme se continue et revérifie ces deux capteurs. Mais la méthode ici, au point de vue de l'augmentation de la luminosité, si on lui donne une valeur raisonnable, par exemple si la luminosité augmente de 5, ça peut fonctionner très 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 bien parce que tout de suite, aussitôt qu'il atteint sa zone claire, le programme va se continuer. Donc il n'y a pas de chance d'y mettre trop de temps. Alors la même chose pour notre autre capteur, si c'est le capteur numéro 1 qui frappe la ligne noire, on va lui donner une condition, on va le faire tourner à gauche, okay, jusqu'à ce que la luminosité ait augmenté de 5. Et une fois que ça c'est fait, notre programme se continue et on se remet à avancer. Donc ça c'est parfait pour un programme où on a une ligne noire à suivre. Dans l'exercice suivant, nous allons voir la même chose, mais un petit peu plus complexe, une situation où il y a des lignes transversales. Bon. Je vous ai dit dans l'exercice précédent, à la toute fin, qu'il peut y avoir une situation un peu plus complexe où, sur le parcours du robot, il y aurait une ligne noire transversale. Que doit faire notre robot dans ce temps-là? Parce que si on laisse notre programme comme ceci, ça ne fonctionnera pas. Il va essayer de tourner au lieu de continuer tout droit. Nous devons donc ajouter une autre condition pour que notre programme se continue. Lorsque j'ai vérifié le capteur 1, s'il est sur du blanc, OK, on vérifie le capteur 3. S'il est sur une zone blanche, on continue, tout va bien. Mais lorsque je vérifie le capteur 1, si lui est sur une zone sombre, tout d'un coup qu'on est sur une ligne transversale et que lui aussi, notre capteur 3 est sur une zone sombre. Alors je vais couper mes fils ici. Tasser ça un petit peu. Donc, mon capteur 1 est sur une zone noire. Je vérifie maintenant, est-ce que mon capteur 3 est lui aussi sur une zone noire? Parce que s'il est lui aussi sur une zone noire, mon robot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer d'avancer. Donc, dans mon système de fourche,
je vais avoir une fourche qui va ramener mes chemins ensemble. Et lorsqu'il est sur du noir, qu'est-ce qu'il doit faire? Rien du tout. Le programme doit se continuer et mon robot doit continuer d'avancer. C'est seulement si mon capteur 1 est sur du noir, mais que mon capteur 3 est sur du blanc, que là, je vais devoir lui dire, OK, là, c'est le temps de tourner un petit peu jusqu'à ce que tu reviennes dans la zone claire. Donc, avec ça, notre robot est capable à la fois de faire la différence entre sa droite et sa gauche, il est capable de faire la différence entre une ligne qu'il doit suivre et une ligne transversale sur son parcours. Et dans les compétitions de robotique, ils vont souvent mettre des lignes noires sur les trajets. Ça peut être utile d'être capable de répondre à toutes les situations. Parce que toutes les possibilités sont là. Une des choses les plus difficiles à faire exécuter par nos robots, c'est un trajet précis d'un point A à un point B sans point de repère. Et, par exemple, à la compétition Zone 01 2012, il y a le problème des constellations. Donc, ce que je vais vous montrer peut grandement vous aider à le réussir. Parce que, pour mes élèves qui l'ont essayé, en suivant les cours précédents, lorsqu'on programme notre robot pour fonctionner pendant un certain temps, autrement dit, on met par exemple, OK, on fait avancer notre robot pendant 2 secondes, on pourrait s'attendre à ce que notre robot arrive toujours au même point. C'est pas le cas. Ça dépend de la puissance des batteries, en grande partie, parce que lorsque les batteries faiblissent, le robot va fonctionner pendant le même temps, mais il va se rendre moins loin. Donc, on y perd en précision tout simplement par les fluctuations de courant. Bon. Il y a la possibilité d'ajouter, OK, la fonction avance jusqu'à ce que tu aies atteint un certain nombre de tours. Et ça peut être aussi utile pour des mécanismes, par exemple, dans une machine. Okay? Donc, allume les moteurs ou un moteur A, B ou C jusqu'à ce qu'il atteigne un certain nombre de rotations. Ou, si l'on veut, on pourrait aussi utiliser l'icône qui lui ressemble, mais celle-ci mesure plutôt des degrés. Donc, si on veut, on dit, OK, allume le moteur jusqu'à ce que le capteur ait capté une rotation de 90 degrés. Un quart de tour. Faire attention, nos capteurs ne sont pas précis au degré près. On parle de quelques degrés de précision, donc ce n'est pas extrêmement précis. Bon. Donc, admettons qu'on utilise la fonction avance jusqu'à ce que tu aies effectué un certain nombre de rotations. Avec un seul capteur, si notre robot ne va pas parfaitement en ligne droite, on est fichu. Notre robot peut aller croche, il peut aller de façon un peu courbe même, s'il y a un moteur qui est plus puissant que l'autre. Très difficile d'avoir un robot qui est parfait à chaque fois en ligne droite. Autre possibilité, c'est que nous devons nous assurer que RoboLab vérifie 2 choses en même temps. Parce qu'on ne peut pas lui dire, OK, avance jusqu'à ce que, par exemple, puis là on a nos fourches pour les capteurs de rotation, et lui dire que, OK, avance jusqu'à ce que le capteur 1 ait effectué un certain nombre de rotations, disons 25. Oh, excusez, là c'est supposé se brancher, ici, ouais. Parce que automatiquement, ça bloque notre programme. Ça ne permet pas de vérifier notre capteur 3 en même temps
que le capteur 1. Donc si on aurait la même chose tout de suite après, il suffit que notre autre moteur soit légèrement plus puissant pour que lorsque celui-ci a atteint ses 25 rotations, il n'y a rien qui n'empêche que celui-ci va être rendu à 26. Donc, OK, je roule jusqu'à ce que j'aie 25 rotations sur le capteur 1. C'est fait, je vérifie l'autre. C'est marqué supérieur à 25. Donc, je peux être rendu à 26, 27. Notre robot n'ira pas en ligne droite. Une méthode que j'ai explorée et, bon, encore là, c'est pas parfait, c'est de séparer notre programme en deux programmes, excusez, pas bonne place, avec ce qu'on appelle un split. Donc, un split nous permet maintenant d'avoir deux programmes, un en haut et un en bas. Chaque fois qu'on utilise la fonction split, on doit ajouter une lumière rouge. Et dans la fonction split, les deux programmes vont être traités de façon équivalente, sauf si on utilise une icône qui dit « Ah, le programme d'en haut est plus important que celui d'en bas ». Normalement, pour ce qu'on va faire un trajet précis, les deux vont être considérés égaux. Et là, on peut lui dire « Fais avancer le moteur A jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain nombre de rotations. » Et là, on peut être précis dans ce qu'on lui demande. On n'utilise pas la fonction fourche, on utilise tout simplement la fonction avance jusqu'à 25 rotations. On peut ensuite lui dire d'arrêter le moteur A. On peut même prendre une toute petite pause pour être sûr que notre autre moteur ait terminé lui aussi son travail. Donc, 1/10 de seconde. Juste pour être sûr que l'autre moteur, même s'il y a une légère variation de vitesse, que l'autre ait le temps de le rattraper. Donc, ce que j'ai fait en haut pour le moteur A, je le fais en bas pour le moteur C. Si je veux aller en ligne droite, mes deux moteurs vont fonctionner dans le même sens. Si je veux tourner, donc je fais mes deux programmes un au-dessus de l'autre pour effectuer le trajet au complet. Mais un des gros défauts de nos robots, c'est qu'ils vont jamais parfaitement en ligne droite. Et plus le chiffre ici est grand, plus vous avez des chances que votre robot s'en aille tout croche. Puis, même si au bout du trajet, ok, votre robot finit par arrêter droit, il n'y a rien qui fait que votre robot va pas s'en aller légèrement vers la droite. Puis au bout du compte, ok, il va se redresser puis il va se remettre droit, mais il va quand même avoir dévié de sa trajectoire tout ce temps-là. Ce qui est une autre possibilité, c'est de subdiviser notre trajet de 25 en petits blocs plus courts. Elle dit, ouais, mais ça va commencer à être long, le refaire ça en coup de 5. Ben, regardez bien ce qu'on peut faire. Suivez-moi attentivement. Hein? Donc, j'ai mon programme en haut, j'ai mon programme en bas. Ici, j'ai la fonction boucle qu'on trouve dans les structures, dans le même coin que les fourches, les jumps et les fourches. Et là, donc on a juste à aller utiliser ces deux boucles. Celle de la fin et celle du début. Et à celle du début, on lui indique combien de fois il doit exécuter cette boucle. Donc, s'il effectue cette boucle 5 fois, mon total de rotation va être de 25. Et là, on passe à la partie suivante du programme. Donc, c'est quand même beaucoup plus court. Ça nous permet de répéter 5 fois tout le programme qui est à l'intérieur entre nos deux boucles. Mais je crois que vous allez y gagner beaucoup en précision parce qu'à chaque 5 rotations, notre robot va se remettre droit. Vous avez plus de chances d'arriver à destination qu'en mettant un chiffre trop gros ici.
Et pour ce qui est des rotations, ben c'est toujours un moteur par en arrière, un moteur par en avant. Ici, je le fais tourner à gauche et vous devez découvrir exactement combien ça lui prend de rotation pour tourner. Et encore là, il faut prier un peu parce qu'à cause du dérapage des robots, des fois, on n'arrive pas pile à 90 degrés. Ce qui serait bien, ce serait de concevoir un robot avec un minimum de dérapage. Donc, les chenilles ne sont peut-être pas la meilleure solution à cela. À vous d'explorer les différentes possibilités.